Conscient du fait que le 6 juin, tout n'est pas fait, tout commence en fait. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien l'a... À partir du 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, puis en août en Provence. Mais dès le 5 juin, par les ondes de la BBC, ordre est donné à la résistance intérieure d'entrer dans l'action. Mon père avait pour charge dans la zone nord la mise en œuvre du fameux plan vert ou du plan tortue, qui était à la fois de faire des repérages extrêmement précis de tout ce qui était les rampes de V1 et de V2, et par ailleurs de mettre en place tous les plans de sabotage. Alors dans le nord, il y a beaucoup de canaux par exemple, arriver à neutraliser des canaux fluviaux pour ne pas permettre la circulation des bateaux. Il y a évidemment beaucoup de voies ferrées, donc neutraliser les voies ferrées aussi. Donc on faisait sauter, on portait des ordres pour faire sauter des voies, on attaquait des collaborateurs qui étaient actifs alors qu'il y avait des morts sur la conscience. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait encore? Beaucoup de choses comme ça, tout ce qui pouvait gêner l'ennemi. Alors nous prenons des grosses charges de nitroglycérine. Nous avions bien préparé les choses, cette fois-ci nous avions mis le paquet. On allume, les gars se mettent à l'abri sous des troncs d'arbres, sous la rivière. Et moi, j'allume les mèches, et on entend un moment, rien saute. Puis finalement, au bout de peut-être demi-heure, je me décide, je m'approche du lieu où nous avions mis la mèche, et parmi, il restait un petit bout de mèche comme ça. Il faut croire que la mèche lente était coupée, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et naïf comme j'étais, qu'est-ce que je fais avec mon briquet? Je rallume ce bout de mèche. Mais je vous dirais que j'étais à quelques dizaines de mètres du pont lorsqu'il a sauté. La résistance réussit même à libérer seule certains territoires. C'est le cas de Valréas où, dès le 8 juin, les résistants se rendent maîtres de la petite ville. Jusqu'en juin 1944, c'est-à-dire le débarquement en Normandie, l'ordre est donné aux résistants du Vaucluse et de la Drôme de venir occuper Valréas, ce qu'ils font. La réaction allemande est aussi rapide que violente. Valréas est reprise dès le 12 juin et l'armée allemande exécute 53 otages, dont le père de Madame d'Izernia. Et ensuite, le 12 juin, malheureusement, les Allemands arrivent, la division Brandebourg encercle Valréas, tout Lignan, toute la région. Et malheureusement, ma mère et moi, qui nous trouvions à ce moment-là sur place avec mon père, nous essayons de nous enfuir, mais nous sommes mitraillés par les Allemands, obligés de descendre des véhicules, de se cacher, de ramper dans les fossés avoisinants, et finalement arrêtés et gardés toute la journée. On a vu arriver donc des jeunes maquisards qui avaient été pris les armes à la main, mais également des otages, des gens qui avaient été arrêtés au hasard dans leur jardin, dans leur maison, etc. Et donc mon père était là jusqu'en fin d'après-midi, jusqu'au moment où ils ont été transférés donc jusqu'au Nord et exécutés. Et ma mère et moi, qui étions la seule femme enfant là, ma mère a demandé à un officier allemand si on pouvait s'arrêter un moment parce que j'étais exténuée. Il a dit oui, on s'est arrêté à 100 mètres du lieu d'exécution. Voilà comment ça s'est passé. L'armée allemande continue aussi les déportations durant l'été 1944. Sur cette photographie, Raymond Fassin, premier officier d'opération de Jean Moulin, puis délégué militaire de la région Nord, et sa compagne, Henriette Gilles. La photographie est datée du 2 mai 1944, un mois après leur arrestation par la Gestapo. La photographie est prise lors de leur transfert de prison entre Paris et Lille. Tous les deux sont menottés. Raymond Fassin sera finalement déporté fin août 1944. Même les Anglais, qui pourtant théoriquement sont pas loin de Lille, n'ont débarqué à Lille qu'à la fin août, début septembre. Donc ça veut dire que la résistance allemande, c'était quand même quelque chose au plan militaire. Les Allemands continuaient à déporter des détenus vers les camps de déportation, et ce qui fait que mon père a pris pour la déportation le 30 août, ou 31, je ne me souviens plus exactement, le dernier train qui est parti pour les camps de déportation, Sachsenhausen, puis après plus tard en novembre, il ira au camp de Neuengamme. Lorsque les territoires sont définitivement libérés,
c'est à une explosion de joie populaire à laquelle on peut assister. La population fraternise avec les soldats alliés, les FFI défilent dans les villes libérées. Et puis alors, le souvenir que j'ai, parce que c'est un souvenir qui reste, j'étais un peu plus âgé, puisque la région a été libérée au mois de septembre 1944, c'est le retour, disons, à la liberté, c'est-à-dire les troupes qui rentrent dans notre ville, les résistants qui sont déjà en place les accueillent, et il y a une liesse autour de la ville, c'est-à-dire les résistants et les troupes alliées qui défilent dans la ville, et les enfants avec les drapeaux blanc-rouge. Voilà l'arrivée des Américains à Valréas. Donc j'ai vu ça, et puis après, bien sûr, la liesse, la joie des Valréasiens de voir les libérateurs là, et tout ce qui s'est passé un peu partout, la distribution de cigarettes, de chocolat, etc. Mais moi, je l'ai mal vécu parce que ma mère m'a autorisé à aller voir un peu les libérateurs, un petit peu, mais pas beaucoup, et j'avais vraiment pas le cœur à participer. Et ma mère, elle était à la maison, elle ne sortait pas. Évidemment, nous étions écrasés par ce que nous venions de vivre et de perdre mon père. Voilà les souvenirs que j'ai. Dans son célèbre discours à l'Hôtel de Ville de Paris, le 26 août 1944, le général de Gaulle associe l'ensemble de la nation à la guerre de libération. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Mais déjà, alors que l'ennemi allemand a été chassé définitivement, c'est l'occasion de règlements de compte entre Français. L'épuration sauvage prend pour cible durant l'été 1944 les collaborateurs, les miliciens et ceux et celles suspectés d'avoir eu des relations avec l'ennemi, en attendant qu'une justice légale se mette en place pour punir les traîtres. Et il y a eu des traîtres qui ont été fusillés, parce que justement, quand je dis mon père avait été dénoncé, ils ont réussi à savoir par qui ils étaient dénoncés, et il y a eu des traîtres qui ont été fusillés au moment de la libération. Sur une camionnette, des femmes qui avaient été tondues et qui étaient exposées, et qui traversaient toute la ville, parce qu'elles étaient accusées d'avoir eu des relations sexuelles avec des Allemands. Et je me souviens aussi que l'une d'elles était la sœur d'un résistant qui avait été fusillé le 12 juin. Et alors les résistants l'ont fait monter quand même sur le camion. Elle n'était pas tondue et elle avait une pancarte accrochée au cou disant que c'était par respect pour son frère, victime du nazisme. Vous voyez un peu des situations comme ça. Et avec le comité de libération, on a dit qu'elles sont faites aux personnes qui ont collaboré avec le Rond. Alors moi je ne voyais pas de miliciens notoires, rien. Il y en avait un qui faisait la propagande pour péter énormément. On m'a dit celui-là, il nous a jamais bien arrangé. Mais j'ai dit celui-là, moi à mon point de vue, si vous voulez qu'on lui fasse une sanction, vous allez le convoquer, vous lui direz qu'il avait des affiches de Pétain. Et il y est allé, il m'en a voulu, mais je ne veux plus parler après. À Valréas, après la libération, mais bien quelques temps après, il y a eu des gens qui ont été abattus, mais n'ont pas comparu devant un tribunal de résistants ou autre, non. Ils ont été abattus comme ça parce qu'ils avaient été accusés d'avoir collaboré. Il y en a eu 3 ou 4 comme ça. On entendait des rafales et puis on sortait et il y avait quelqu'un qui était allongé sur le trottoir. Il y a eu des règlements comme ça. La libération est aussi une période difficile pour les Français. Le pays est ravagé par la guerre, l'économie est désorganisée, les Français manquent de tout, et le ravitaillement des populations en produits de première nécessité se fait mal. Oui, parce que rien n'était encore changé et rétabli, c'est-à-dire on avait toujours la pénurie de nourriture, de vêtements, de tout, quoi.
On sait que ça a duré encore longtemps, puisque les cartes d'alimentation sont restées encore longtemps. Ce qui subsistait encore, c'était le manque de charbon. On ne pouvait pas se chauffer dans les écoles, dans les froids encore. Le manque de vêtements. Et également, mais on avait la possibilité quand même d'avoir de la nourriture, notamment dans les campagnes et dans les fermes, puisque à ce moment-là, les Allemands n'étant plus là, ils ne provisionnaient plus les récoltes. Donc il y avait des marchés, par exemple à Valréas, où les producteurs venaient vendre leurs produits. Donc on avait la possibilité d'acheter et quand même de mieux se nourrir. Et ma mère, qui était donc présidente des femmes françaises, allait régulièrement au Posor où il y avait des arrivages de vêtements, d'objets, de nourriture pour les familles, justement. Toutes les familles qui avaient été victimes de la guerre et du nazisme. Et je me rappelle, elle m'amenait souvent avec elle, et après on faisait la distribution à Valréas. Et je me rappelle, pour Noël, il y avait eu des jouets que j'étais allée distribuer dans les familles de fusiliers, précisément. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup de solidarité. Nous, je peux vous citer avec les mineurs, les mineurs de Liévin. À Belleron, on avait rentré en relation avec des syndicats là-bas. Nous avions pris, certaines familles avaient pris des enfants pendant un mois ou deux pendant les vacances, gratuitement. Et je me souviens très bien qu'en compensation, ils nous ont fait venir un wagon de charbon gratuit. Ils ont distribué en compensation aux familles qui avaient gardé les enfants du charbon. C'est un geste, ça, quand même. Ouais. Surtout à l'époque. Le printemps 1945 voit aussi la libération des camps. Prisonniers de guerre, travailleurs du STO et tous les déportés retrouvent la liberté. Transformés par leur captivité, leur retour est difficile après souvent plusieurs années d'absence. On a évacué le 5 avril, on est passé par Ravensbrück et ensuite on est reparti à pied, là, 30 km tous les jours. Vous savez ce que c'est que les marches de la mort. Et moi j'ai réussi à m'évader le 29 avril 1945. J'ai été libéré par les Russes le 5 mai. Vous savez, j'étais très mal en point quand je suis rentré, je pesais 29 kilos. Ça n'a pas été facile pour moi. Alors, autour des déportés, ça a été quelque chose de difficile pour les déportés. Parce que nous sommes arrivés en France, il y avait déjà 8 mois qu'en France, il y avait eu la libération. Et il y avait donc, il y avait quand même beaucoup de joie, beaucoup de liesse. Et je sais que ça nous a heurtés. Et on ne comprenait pas ça. Et alors moi j'avais des camarades qui me disaient, bon ben tiens, le samedi soir il y avait presque des balles dans toutes les localités. On me disait, ben tiens, tu viens avec nous, on va aller au bal, etc. Et dès que j'entendais de la musique, je prenais un cafard, le bourdon comme on dit, et il fallait que je m'éloigne absolument de ce milieu-là, que je me mette dans un endroit isolé, parce que je ne pouvais plus supporter la musique. Pourtant c'était une musique gay, etc. Mais je ne sais pas, il y avait au fond de nous le souvenir des camps de concentration, le souvenir de l'appel, où tous les matins on avait quand même un tas de morts devant nous. Tous les matins c'était ça. Et alors cette joie on ne la comprenait pas. Dans une France qui veut tourner la page, les déportés ne sont pas entendus. L'incompréhension se mêle à l'amertume. Le commissaire qui nous a arrêtés, quand on est rentré de déportation, ce monsieur était monté en grade, il était préfet dans le département à côté. Que voulez-vous faire, un ouvrier contre un préfet? Et j'ai recherché, j'ai voulu les revoir, les inspecteurs qui m'avaient été arrêtés. Et quand j'ai voulu faire des recherches, la direction du Parti communiste m'a dit tu perds ton temps, tu ne pourras rien faire, parce que d'une part, l'inspecteur principal qui m'avait arrêté était président du comité de libération de Savoie ou du Haut-de-Savoie, et il avait la Légion d'honneur, et puis tous les autres inspecteurs également avaient, au dernier moment, ils avaient pris quand même, enfin je ne sais pas à quel moment, mais ils sont rentrés dans la résistance, et alors j'ai été là vraiment, disons, écœuré, parce que je me disais, si
si je pouvais comprendre qu'en 1941, tous les Français étaient pétinistes, à part une minorité, alors je pouvais comprendre leur acte. Mais je dis, si après ils se sont convertis dans la résistance, si c'était honnête, eh bien, ils auraient pu prendre contact avec nous et discuter. Moi, je les aurais compris et c'était tout. Alors qu'ils ne l'ont pas fait, et alors, à mon avis, je les considère comme des gens qui ont préféré d'abord sauver leur propre situation que de sauver la France. Voilà. L'amertume est aussi présente parmi les résistants. Henriette Gilles, compagne de Raymond Fassin, est emprisonnée à Lille. Elle est libérée début septembre 1944, avec le fils de Raymond Fassin, qu'elle a mis au monde en prison. Quelque temps plus tard, en se promenant dans les rues de Lille, elle reconnaît celui qui les a dénoncés. Dans une rue de Lille, elle voit un type penché sur une mobilette en train de la réparer, et elle reconnaît l'agent de liaison qui les avait dénoncés. Donc, elle avise une patrouille anglaise pas très loin, et elle leur désigne le bonhomme, elle leur dit c'est lui qui m'a dénoncé, ainsi que mon mari, etc. et tout, et les Anglais arrêtent, le remettent aux autorités françaises, il sera jugé condamné à mort. Et gracié un peu plus tard par le général de Gaulle. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Une fleur de chez nous. Ba-da-ba-ba-ba. La fleurie de partout. Ba-da-ba-ba-ba.